Je ne peux plus continuer comme ça, Rose, dit le grand cow-boy d'une voix brisée en se détournant de la petite femme qui se tenait à l'entrée de la grange. Chaque fois que je te regarde, je vois tout ce que j'ai perdu. Elle leva le menton avec défi, les yeux verts brillants. Alors ne me regarde pas, Caleb Morrison, mais je ne vais pas laisser ces animaux mourir parce que tu es trop brisé pour voir au-delà de ta propre douleur. Il se retourna, le visage déformé par l'angoisse. Tu ne comprends pas. Je comprends très bien, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus les mugissements du bétail au loin. Je comprends que votre chagrin vous ronge et que vous préférez laisser tout ce que votre grand-père a construit s'effondrer plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Avant de nous lancer ensemble dans cette incroyable aventure, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne, donnez un pouce vers le haut à cette vidéo, cela ne vous coûte rien, mais cela signifie beaucoup pour moi. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel magnifique coin du monde vous me regardez. Votre soutien fait vraiment toute la différence. Le silence s'étendait entre eux comme un canyon, rempli uniquement du bruit du vent sifflant à travers les portes brisées de la grange et du cri lointain d'un faucon tournoyant au-dessus de leur tête. Derrière eux, cachés dans l'ombre du ranch abandonné, 200 animaux attendaient, certains sauvages, d'autres domestiques, tous dépendants d'une femme de 23 ans qui avait hérité de bien plus que des terres et des bâtiments. Elle avait hérité d'un héritage de secrets qui allait soit les détruire tous les deux, soit les forger en quelque chose d'indestructible. Mais cette confrontation était encore loin. Cette histoire commence de manière beaucoup plus simple, avec une lettre arrivée un mardi matin à Boston, alors que la plus grande préoccupation de Rose McKenna était de savoir si ses maigres économies lui permettraient de tenir un mois de plus. La lettre qui allait tout changer arriva avec le courrier du matin, portant une adresse de retour qui fit bondir le cœur de Rose. Morrison and Associates Legal Services, Sweetwater Ridge, Territoire du Montana. Rose McKenna fixa l'enveloppe, les doigts tremblants, tandis qu'elle brisait le seau de serre. Elle vivait depuis 3 semaines de soupe claire et de pain rassis, ayant perdu son poste d'enseignante dans une académie privée lorsque la directrice avait découvert qu'elle donnait des cours gratuits aux enfants irlandais des quartiers pauvres. À présent, assise dans sa chambre exiguë de pension de famille, où les avis d'expulsion s'empilaient comme des feuilles mortes, elle se demandait si cette lettre lui apporterait le salut ou simplement une nouvelle déception. Le langage formel l'obligea à lire 2 fois avant d'en comprendre le sens. Elle avait hérité d'une propriété de son grand-oncle Ezra McKenna, un homme qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois dans son enfance. 500 acres dans le territoire du Montana, avec une maison de ranch, des dépendances et tout ce qu'elle contenait. La seule condition était qu'elle réclame son héritage dans les 90 jours suivant la date de la lettre. « Montana », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir fissuré. La femme qui lui rendait son regard avait les cheveux roux dorés de sa mère et le menton obstiné de son père, mais ses yeux verts reflétaient un désespoir qui appartenait entièrement à sa situation actuelle. 3 jours plus tard, Rose se tenait sur le quai de la gare avec un seul sac de voyage et assez d'argent pour un aller simple pour Sweetwater Ridge. Elle avait vendu tout ce qu'elle possédait, à l'exception de la bague de mariage de sa mère et d'un journal en cuir rempli de fleurs pressées provenant de leur ancien jardin dans l'Ohio. Le voyage vers l'ouest dura 4 jours, entre trains brinque-ballants et diligences qui secouaient les eaux. Rose colla son visage contre les vitres couvertes de poussière, regardant le paysage se transformer, passant des forêts familières de l'Est à des prairies infinies qui ondulaient comme des océans verts sous un ciel immense. Les autres passagers, des mineurs, des fermiers, des hommes en quête de fortune, partageaient leurs histoires de la frontière. Certains parlaient des richesses trouvées, d'autres des rêves enterrés dans des tombes anonymes. « Vous voyagez seule, mademoiselle ?» demanda une femme âgée assise en face d'elle pendant la dernière partie du trajet. Le territoire du Montana n'est pas un endroit pour une jeune femme sans protection. Rose leva le menton dans un geste qui allait devenir si familier à ceux qui la connaissaient. « J'ai suffisamment de protection, » dit-elle en tapotant le petit Derringer caché dans son réticule. Son père lui avait appris à tirer avant de lui apprendre à lire, convaincu que la connaissance et le courage étaient les seules véritables protections dans un monde incertain.
Sweetwater Ridge s'avéra n'être guère plus qu'une rue principale bordée de bâtiments aux façades factices, dont la peinture s'écaillait sous le soleil implacable des montagnes. Le cabinet de l'avocat se trouvait entre un saloon et un magasin général, ses fenêtres voilées par la poussière et le temps. Monsieur Morrison était un homme mince et nerveux qui jetait sans cesse des coups d'œil vers la porte, comme s'il s'attendait à des ennuis. « Mademoiselle McKenna, dit-il sans vraiment la regarder, je dois vous informer que le ranch Broken Arrow est inoccupé depuis un certain temps. Votre grand-oncle est décédé il y a 2 hivers et la propriété est restée vide depuis lors. » « Inoccupé ?» Rose fronça les sourcils. « Et le bétail? Les chevaux? » L'avocat prit un air gêné. « Eh bien, voyez-vous, il y avait quelques animaux, mais... » Il fouilla dans ses papiers. Le ranch est assez isolé, à 25 kilomètres au nord de la ville. La plupart des gens ont supposé que le bétail s'était égaré ou, eh bien, la nature a sa façon de régler ces choses-là. Son attitude évasive mit Rose mal à l'aise, mais elle signa les papiers et accepta la lourde clé en fer qu'il lui glissa dans la paume. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter la ville avec le chariot qu'elle avait loué, elle ne pouvait se défaire du sentiment que tout le monde la regardait, avec un mélange de pitié et de quelque chose qui ressemblait de façon troublante à de la peur. La première chose que Rose remarqua chez Caleb Morrison, ce n'était pas sa taille, ni ses larges épaules, ni même la façon dont ses cheveux noirs bouclaient au niveau de son col, là où ils auraient besoin d'être coupés, mais la profonde tristesse qui semblait émaner de lui comme la chaleur d'une forge. Elle se tenait devant le magasin général, discutant avec le propriétaire du prix exorbitant des produits de première nécessité, lorsqu'une ombre passa sur la passerelle en bois. L'homme qui s'approcha d'elle se déplaçait avec la grâce prudente de quelqu'un habitué à un travail dangereux, mais lorsque leurs regards se croisèrent, Rose vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ses yeux avaient la couleur des nuages d'orage, gris-bleu et pleins d'éclairs réprimés. Mais sous cette intensité se cachait une lassitude qui témoignait de pertes trop profondes pour être pleurées. « Madame Henley, » dit-il en inclinant son chapeau usé vers le propriétaire du magasin, sa voix grave et grave qui semblait vibrer à travers le plancher. « Vous pourriez peut-être reconsidérer vos prix. Mademoiselle McKenna est nouvelle dans notre vallée. » La façon dont il prononça son nom suggérait qu'il savait déjà qui elle était, même si Rose était certaine qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Dans une ville aussi petite, elle supposait que les nouvelles voyageaient plus vite que le vent des montagnes. L'expression de Mme Henley s'adoucit légèrement. « Eh bien, Monsieur Morrison, si vous vous portez garant de sa solvabilité... » « Morrison ?» Rose se tourna vers lui pour l'observer plus attentivement. « Vous êtes de la famille de l'avocat ?» Une lueur passa sur son visage. « Mon petit-fils, même si nous ne sommes pas d'accord sur la plupart des sujets, il désigna les provisions qu'elle était en train d'examiner. Vous partez pour Broken Arrow? Cet après-midi, si j'arrive à acheter le nécessaire sans hypothéquer mon avenir. » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres, transformant tout son visage. « La frontière a le don d'enseigner l'économie pratique. Puis-je vous faire une suggestion? » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il commença à sélectionner des articles avec l'efficacité que lui conférait sa longue expérience. Farine, sel, café, huile à lampe, allumettes, quelques boîtes de conserve de viande. Vous aurez d'abord besoin de ces articles. Les produits de luxe peuvent attendre que vous sachiez à quoi vous avez affaire. Et à quoi ai-je affaire exactement, Monsieur Morrison? La question sembla le frapper comme un coup physique. Il se figea, les mains légèrement crispées sur le comptoir. Votre grand-oncle était un homme inhabituel. Il avait des idées particulières sur la gestion des terres. Il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Rose en était certaine. La même attitude évasive qu'elle avait remarquée chez l'avocat, mais tempérée par ce qui semblait être une préoccupation sincère. « Je suppose que je le découvrirai par moi-même, » dit-elle en ajoutant quelques articles à sa pile. « Mais je vous remercie de votre aide. » Il chargea ses achats dans le chariot avec des gestes économes, sa force évidente dans la façon dont il soulevait les lourds sacs de farine et de céréales fourragères. Des céréales fourragères qu'elle n'avait pas commandées. « Je n'ai pas acheté ça, » fit remarquer Rose. « C'est un cadeau de Morrison & Associates, » répondit-il sans la regarder dans les yeux. « Votre grand-oncle avait des arrangements que nous sommes tenus d'honorer. » Le conducteur du chariot,
Un homme grisonnant nommé Pete, qui avait accepté de la transporter jusqu'au ranch, s'éclaircit la gorge nerveusement. Nous devrions partir, mademoiselle. Il ne faudrait pas se faire surprendre par la nuit sur cette route. Rose s'installa sur le siège dur, très consciente de la présence continue de Caleb Morrison à côté du chariot. Il semblait être en proie à un débat interne. Finalement, il leva les yeux vers elle. « Mademoiselle McKenna, lorsque vous arriverez au ranch, vous entendrez peut-être des bruits, des animaux qui se déplacent. Il est important que vous compreniez qu'ils ne sont pas sauvages. Ils ont été soignés. » « Par qui? » Mais il avait déjà reculé, touchant à nouveau le bord de son chapeau. « Bon voyage, mademoiselle McKenna. J'espère que nous nous reverrons bientôt. » Alors que le chariot se mettait en mouvement, Rose se retourna pour le regarder debout dans la rue poussiéreuse, les mains enfoncées dans ses poches, le visage impénétrable. Il y avait quelque chose chez Caleb Morrison qui l'attirait d'une manière qu'elle ne comprenait pas, un mélange de force et de vulnérabilité qui lui donnait envie d'effacer les rides d'inquiétude de son front. « C'est un homme étrange, celui-là, » commenta Pete en guidant les chevaux vers la route nord. « Il est différent depuis qu'il est revenu de la guerre. Bien sûr, après avoir perdu sa famille comme ça. » Il secoua la tête. Il a perdu sa famille. Lors d'une attaque à Apache, il y a 3 ans, toute la famille Morrison a été décimée, sauf lui, qui était parti se battre dans un endroit perdu. À son retour, il a trouvé sa femme et ses enfants enterrés dans le jardin qu'il avait aménagé de ses propres mains. Pete cracha du jus de tabac par-dessus le bord. Certains disent que cela lui a brisé l'esprit. D'autres disent que cela lui a simplement brisé le cœur. Rose sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Pas étonnant que ses yeux reflètent une telle tristesse. Mais à mesure que les kilomètres défilaient et que le paysage devenait plus sauvage, elle se demanda quel lien existait entre Caleb Morrison et le ranch isolé dont elle était sur le point d'hériter. Le ranch Broken Arrow s'étendait dans une vallée à couper le souffle, littéralement, car l'air raréfié des montagnes lui donnait le vertige après le climat humide de Boston. Des prairies vallonnées s'étendaient entre des bosquets de trembles et de pins, tandis qu'un ruisseau cristallin serpentait à travers la propriété comme un ruban d'argent. La maison principale, construite en pierre et en bois locaux, offrait une vue imprenable sur les sommets qui effleuraient le ciel de l'après-midi. Mais à mesure que le chariot s'approchait, Rose commença à remarquer des détails troublants. Les poteaux de clôture penchaient dans tous les sens, leurs fils métalliques pendaient ou avaient complètement disparu. Les portes de la grange étaient entr'ouvertes, laissant apparaître l'obscurité à l'intérieur. Les fenêtres de la maison principale étaient fermées, donnant à la structure un aspect abandonné, presque hanté. « Je ne peux pas aller plus loin », annonça Pete en arrêtant le chariot près du porche. « Le soleil commence à baisser et je dois être de retour en ville avant la tombée de la nuit. » Rose descendit, les jambes chancelantes après des heures de voyage. « Vous ne restez pas pour m'aider à décharger? »« J'en ai déjà fait plus que la plupart des gens, » répondit Pete, sans méchanceté dans ce ton. Il l'aida à empiler ses provisions sous le porche avec une hâte évidente. « Un conseil, mademoiselle? Gardez vos portes verrouillées et votre pistolet à portée de main. Cet endroit, eh bien, il n'est plus le même depuis le décès du vieux Ezra. » Avant qu'elle n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire, Pete faisait déjà demi-tour avec son chariot, ses chevaux reniflants et trépignant d'impatience à l'idée de partir. Rose les regarda jusqu'à ce que le nuage de poussière disparaisse derrière une colline lointaine, la laissant seule dans un silence si complet qu'il semblait peser sur ses tympans. La clé que M. Morrison lui avait donnée s'inséra sans difficulté dans la lourde porte en chêne. Rose la poussa et entra dans une pièce principale qui la surprit par sa taille et son confort. Des meubles lourds, bien faits et bien entretenus, remplissaient l'espace. Une immense cheminée en pierre dominait un mur, tandis que des étagères encastrées en bordaient un autre. Tout était recouvert d'une couche de poussière, mais la structure de la maison était solide. Plus intéressants encore étaient les signes indiquant que quelqu'un était passé récemment. Une tasse de café à moitié vide était posée sur la table de la cuisine. Les cendres dans la cheminée semblaient datant de quelques jours seulement. De l'eau fraîche remplissait le pichet à côté de la pompe à main. Rose monta les escaliers pour examiner les chambres et choisit la plus grande pour elle-même. Lorsqu'elle ouvrit les volets, la lumière de l'après-midi révéla une vue qui la fit halter. La vallée s'étendait en contrebas comme une courte pointe en patchwork.
belle, sauvage et d'une immensité écrasante. C'est alors qu'elle entendit le premier bruit. Un mugissement grave porté par le vent du soir, suivi du hennissement caractéristique des chevaux. Rose colla son visage contre la fenêtre, scrutant les prairies visibles, mais ne vit aucun bétail. Les sons semblaient provenir de l'autre côté de la grange, dans des zones cachées par les arbres et le terrain vallonné. Les paroles de Caleb Morrison résonnaient dans sa mémoire. Ils ne sont pas sauvages. Ils ont été soignés. Soignés par qui? Et pourquoi l'avocat n'avait-il rien mentionné au sujet de l'existence de bétail? Rose déballait ses quelques affaires, allumait un feu dans la cuisinière et préparait un dîner simple à partir des provisions que Caleb l'avait aidé à choisir. Alors que l'obscurité s'installait sur la vallée, les sons devenaient plus distincts et plus nombreux. Du bétail, certainement. Des chevaux, mais aussi des cris plus étranges qu'elle ne pouvait identifier. Elle était en train de faire la vaisselle lorsque des pas retentirent sous le porche. Rose se figea, l'eau ruisselant de ses mains. 3 coups fermes résonnèrent dans la maison, suivis d'une voix familière. « Mademoiselle McKenna, c'est Caleb Morrison. J'ai vu votre lampe. » Le soulagement et la curiosité se disputaient dans sa poitrine tandis qu'elle s'essuyait les mains et s'approchait de la porte. Caleb se tenait dans le cercle de lumière de la lampe, tenant les rênes d'un magnifique étalon noir. Son expression était soigneusement neutre, mais elle perçut une tension dans la façon dont il tenait ses épaules. « Monsieur Morrison, il est un peu tard pour une visite de courtoisie. »« Je ne suis pas ici pour une visite de courtoisie. » Il fit un geste vers l'obscurité au-delà de la porte. Ces bruits que vous entendez, les animaux, ils ont besoin d'attention, d'une attention quotidienne. Votre grand-oncle avait pris des dispositions pour qu'on s'occupe d'eux, et ces dispositions doivent être maintenues. Rose ouvrit la porte plus largement, étudiant son visage. Quel genre de dispositions? Le genre qui a permis de garder en vie 200 têtes de bétail, 30 chevaux et diverses autres créatures pendant 2 hivers rigoureux. Il serra la mâchoire. Le genre qui nécessite quelqu'un qui sait ce qu'il fait. 200 têtes de bétail? La voix de Rose était plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. L'avocate a dit que la propriété était inoccupée. L'avocat dit beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Le ton de Caleb était amer. Votre grand-oncle était très protecteur de sa vie privée et de ses méthodes. Un nouveau bruit flottait dans l'obscurité, un cri sauvage et obsédant qui fit se hérisser les poils des bras de Rose. Le cheval de Caleb renifla et tressaillit. Qu'est-ce que c'était? Un loup. Votre grand-oncle les a élevés depuis leur plus jeune âge après que leurs parents aient été tués par des chasseurs. Ils ne sont pas dangereux pour les humains, mais ils restent sauvages dans l'âme. Il scruta son visage. C'est ce que je suis venu vous dire, mademoiselle McKenna. Le Broken Arrow n'est pas seulement un ranch. C'est un sanctuaire pour les animaux qui n'ont nulle part où aller. Rose sentit le sol se dérober sous ses pieds, au sens figuré. Un sanctuaire? Des chevaux blessés qui ne pouvaient plus travailler, du bétail provenant de fermes en faillite, des animaux sauvages qui avaient besoin de soins. Sa voix s'adoucit légèrement. Votre grand-oncle avait le don de réparer les choses cassées. Le poids de la responsabilité s'abattit sur les épaules de Rose comme une couverture de plomb. 200 animaux dépendaient d'elle pour survivre, et elle savait à peine comment prendre soin d'elle-même dans cette nature sauvage. Mais quelque chose de plus profond remua dans sa poitrine, une prise de conscience qui la surprit par son intensité. « Je ne peux pas gérer tout cela seul, » dit Rose, la partie pragmatique de son esprit calculant déjà des chiffres impossibles. Le coût de la nourriture, les soins vétérinaires, le travail physique nécessaire. L'expression de Caleb ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. « Vous n'êtes pas seul. Je m'occupe des troupeaux depuis le décès de votre grand-oncle. Les arrangements dont j'ai parlé incluent mes services. Vous vous occupez de ces animaux depuis 2 ans? » Rose sortit sur le porche, intriguée par le mystère de ses paroles. « Pourquoi? Parce qu'Ezra McKenna m'a sauvé la vie autrefois et je rembourse mes dettes. » La réponse fut trop rapide, trop préparée. Rose était certaine qu'il y avait plus à raconter. Le hurlement d'un coyote résonna depuis la crête au-dessus d'eux, suivi d'une réponse provenant de l'autre côté de la vallée. Le cheval de Caleb hennit doucement, les oreilles dressées vers les sons. « Montre-moi, dit soudain Rose. Il fait nuit. Le matin serait... Montrez-moi maintenant.
Si je dois hériter de cette responsabilité, j'ai besoin de comprendre ce que j'accepte. Caleb l'étudia longuement, puis acquiesça sèchement. Restez près de moi. Certains animaux sont craintifs avec les étrangers. Il l'aida à monter derrière lui sur le cheval, et Rose essaya de ne pas remarquer la chaleur de son dos, ni la façon dont ses muscles bougeaient, tandis qu'il guidait le cheval dans l'obscurité. Ils ont chevauché en silence sur un chemin bien tracé qui serpentait derrière la grange et menait à une vallée cachée qu'elle n'avait pas vue depuis la maison. Le clair de lune révéla une scène à couper le souffle. Des dizaines de bovins paissaient paisiblement dans la prairie baignée d'argent, leurs silhouettes sombres se détachant sur l'herbe pâle. Des chevaux se déplaçaient comme des fantômes entre eux, certains appartenant à des races domestiques reconnaissables, d'autres ayant la grâce sauvage des Mustangs. Et à la lisière du troupeau, à peine visibles dans l'ombre, des formes qui auraient pu être des loups observaient leur passage avec des yeux réfléchissants. « Mon Dieu, murmura Rose, comment est-ce possible? » Ton grand-oncle avait compris quelque chose que la plupart des gens ignorent, dit Caleb à voix basse pour ne pas effrayer les animaux. Que la guérison nécessite de la patience, de l'espace et l'acceptation sans jugement. Ils s'enfoncèrent dans la vallée cachée, passant devant des abris de fortune et des stations d'alimentation, devant du bétail portant les cicatrices d'un traitement brutal et des chevaux qui craignaient l'approche des humains. Rose commença à comprendre l'ampleur de ce que son grand-oncle avait entrepris et ce dont elle avait hérité. « Les loups, dit-elle alors qu'ils passaient devant une crête où plusieurs silhouettes sauvages observaient leur progression. Sont-ils vraiment inoffensifs? Plus en sécurité que la plupart des hommes que j'ai connus. » La voix de Caleb trahissait une expérience amère. Ils ont appris à faire confiance parce qu'ils n'ont jamais été trahis ici. Un énorme ours brun émergea des arbres devant eux, et le cœur de Rose faillit s'arrêter. Mais la créature se contenta de les regarder calmement avant de s'éloigner tranquillement dans l'obscurité. « Les ours aussi? » Sa voix sortit dans un couinement. « C'est le vieux Ben. La blessure par flèche à son épaule s'est infectée. Votre grand-oncle l'a soigné pendant 3 mois. Ben n'est jamais reparti. » Caleb guida le cheval autour d'un tronc d'arbre tombé. « Il y a des règles ici, Malmakena. Pas de chasse sur la propriété, pas de bruit fort, ni de mouvement brusque, et absolument aucune arme, sauf en cas de menace réelle. Comment définissez-vous une menace réelle? Tout ce qui pourrait nuire aux animaux ou aux personnes qui s'occupent d'eux. » Ses épaules se raidirent à nouveau. Certains considèrent cet endroit comme une abomination. Ils pensent que les animaux sauvages doivent rester sauvages et que ceux qui sont blessés doivent être euthanasiés. Rose perçut plusieurs niveaux de sens dans ses paroles. « Et vous, qu'en pensez-vous? » La question sembla le prendre au dépourvu. Ils chevauchèrent en silence pendant plusieurs minutes avant qu'il ne réponde. « Je crois que parfois, les choses brisées peuvent être réparées, et que le monde est meilleur quand elles le sont. » Ils retournèrent vers la maison lorsque l'attaque eut lieu. Des coupes de feu retentirent dans la nuit, suivis par les meuglements paniqués du bétail effrayé. Le cheval de Caleb se cabra et Rose dut s'agripper à sa taille pour ne pas glisser. « Accroche-toi » ordonna-t-il en éperonnant l'étalon vers le bruit des troubles. Ils franchirent une crête et virent des cavaliers armés de torches dispersés dans le troupeau, provoquant délibérément la panique du bétail. Dans la lumière vacillante, Rose aperçut des visages familiers, des hommes qu'elle avait vus en ville cet après-midi-là. « Murdoch » grogna Caleb en sortant un fusil de son étui de sel. « Qui est Murdoch? »« Un éleveur voisin. Il essaie de revendiquer cette terre depuis la mort de ton grand-oncle. » Caleb descendit de cheval et aida Rose à descendre. « Reste ici et reste baissé. » Mais alors qu'il s'avançait vers le chaos, Rose vit l'un des cavaliers lever son fusil vers un groupe de chevaux piégés contre une clôture. Sans réfléchir, elle sortit le Derringer de son réticule et tira en l'air. Le bruit sec effraya le cheval du cavalier, qui manqua sa cible. Mais cela attira également l'attention sur elle, y compris le canon d'un fusil qui se dirigeait vers elle. Le temps ralentit jusqu'à devenir cristallin, tandis que Rose voyait la mort approcher sous la forme d'un canon de fusil pointé directement sur son cœur. Puis Caleb Morrison se déplaça comme l'éclair, son propre fusil tirant avant que l'autre homme n'ait pu appuyer sur la gâchette. Le bandit hurla et se saisit l'épaule, son cheval s'enfuyant dans la nuit. « C'était incroyablement stupide », dit Caleb laconiquement, sans la regarder, tandis qu'il chargeait une autre balle dans la chambre de son fusil.
Les chevaux étaient piégés. Je sais ce qu'il allait faire. Sa voix était d'un calme mortel. Mais maintenant, ils savent que tu es ici et ils savent que tu te battras. D'autres coups de feu retentirent à divers endroits de la vallée, tandis que les pillards poursuivaient leur œuvre de terreur. Rose pouvait entendre le bétail se frayer un chemin à travers les broussailles, les cris des chevaux effrayés, et par-dessus tout cela, les hurlements sauvages des loups. « Nous devons les arrêter », dit Rose en vérifiant la charge restante de son Derringer. « Nous devons leur survivre. » Caleb lui saisit de la main. « Par ici, il y a un abri. » Ces mots furent interrompus par le bruit des sabots qui approchaient. 3 cavaliers surgirent de derrière la crête, brandissant des torches, le visage déformé par l'excitation et la malveillance. « Tiens, tiens !» s'exclama le chef, un homme corpulent à la barbe grisonnante. « Le célèbre Caleb Morrison est son nouveau partenaire. Murdoch m'avait dit que vous seriez peut-être ici. »« Fais demi-tour et pars, Hayes, » répondit Caleb, son fusil pointé sur la poitrine de l'homme. « Cela n'a pas besoin de mal finir. » Hayes éclata d'un rire qui ressemblait au bruit du verre brisé. « Ça a déjà mal fini pour tes animaux. Nous avons dispersé la majeure partie du troupeau et le reste ne survivra pas à la nuit. » Son regard se posa sur Rose. « Jolie petite chose. Dommage qu'elle ait choisi le mauvais camp. »« Dernier avertissement, » dit Caleb. « Ou quoi? Tu vas nous tuer tous les 3? » Hayes désigna ses compagnons. « Même toi, tu n'es pas aussi bon que ça, Morrison. » Ce qui se passa ensuite dura peut-être 30 secondes, mais sembla une éternité. Hayes éperonna son cheval et leva son fusil. Le tir de Caleb le toucha en plein cœur, le faisant tomber de sa selle. Le 2e cavalier chargea depuis la gauche, mais se heurta à Old Ben, qui surgit de l'obscurité avec un rugissement qui fit trembler le flanc de la montagne. Le 3e cavalier, plus jeune et moins expérimenté, tenta de s'enfuir. Mais les loups avaient été rendus furieux par le chaos, et Rose regarda avec une fascination horrifiée une meute d'entre eux sortir de l'ombre pour encercler le cheval en fuite. Les animaux n'attaquèrent pas exactement. Ils étaient simplement là, sauvages, magnifiques et totalement dépourvus de peur, jusqu'à ce que le cavalier perde complètement son sang-froid. Il se jeta de son cheval et s'enfuit à pied dans la nuit, laissant sa monture être gentiment ramenée vers le groupe principal par les loups. « Bon sang, » murmura Rose. « Ton grand-oncle les a bien dressés, » dit Caleb d'un ton grave, en s'approchant pour voir comment allait Hayes tomber à terre. Il savait faire la différence entre une menace et la fuite. L'homme était vivant mais gravement blessé. Sa respiration était superficielle et laborieuse. Caleb s'agenouilla à ses côtés, son fusil toujours prêt. « Pourquoi ce soir, Hayes? Qu'est-ce qui a fait croire à Murdoch qu'il pouvait enfin s'emparer de la propriété? » Hayes plissa les yeux avec effort. Nouvelle propriétaire, femme seule, pensait qu'elle serait facile à effrayer. Il toussa, du sang maculant ses lèvres. Murdoch a des papiers, un titre légal. Quel genre de papier? Mais Hayes avait perdu connaissance, son corps s'affaissant sur l'herbe piétinée. Rose s'agenouilla à côté de Caleb, les mains tremblantes sous le choc. Va-t-il survivre? Peut-être. Cela dépendra de la rapidité avec laquelle nous pourrons l'emmener en ville. Caleb serra les mâchoires, mais je ne suis pas sûr qu'il le mérite. Autour d'eux, la nuit reprenait lentement son cours normal. Les bovins s'appelaient les uns les autres en se regroupant, et les chevaux se déplaçaient comme des fantômes au clair de lune, cherchant leur lieu de rassemblement habituel. Les loups avaient disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, ne laissant que le souvenir de leur protection féroce. « Ils sont venus ici pour tout détruire, » dit Rose, la réalité de la situation la frappant comme un coup physique. Tous ces animaux qui ont été soignés et guéris, ils les auraient dispersés pour les laisser mourir, ou pire encore. La terre est précieuse, mademoiselle McKenna, et certains hommes croient que la force fait le droit. Caleb se leva, essuyant le sang de ses mains sur son pantalon. La question est, qu'êtes-vous prête à faire à ce sujet? Rose regarda autour d'elle la vallée, les animaux qui avaient déjà retrouvé leur paix soigneusement préservée, l'homme qui avait failli mourir en les protégeant, l'héritage de guérison et de refuge que son grand-oncle lui avait laissé. La réponse vint d'un endroit plus profond que la pensée. Tout ce qu'il faudra. Mais même en prononçant ces mots, Rose ne pouvait se défaire du sentiment que cette attaque n'était qu'un début et que la véritable bataille pour le ranch Broken Arrow ne faisait que commencer.
L'aube révéla l'étendue réelle des dégâts et le cœur de Rose se serra lorsqu'elle vit les troupeaux dispersés et les clôtures brisées. Caleb travailla méthodiquement, vérifiant que chaque groupe d'animaux n'avait pas été blessé, tandis que Rose tentait de compter les têtes et d'évaluer leurs pertes. Les chiffres étaient alarmants. Au moins 30 Brain manquaient à l'appel, peut-être chassés de la propriété, et plusieurs chevaux présentaient des signes de mauvais traitement. Ça aurait pu être pire, dit Caleb, bien que son expression restât sombre. Les loups ont tenu la plupart des prédateurs à distance pendant la confusion. Rose interrompit son examen d'une jument qui avait des brûlures de cordes autour du cou. Des prédateurs? Des humains. Il s'agenouilla à côté d'un jeune veau qui boitait de la patte avant gauche. Les ruades font ressortir le pire chez certaines personnes. Il est facile de revendiquer la propriété d'animaux désorientés. L'injustice pragmatique de la situation fit brûler la poitrine de Rose de colère. Ce n'étaient pas seulement des animaux d'élevage, c'étaient des individus, chacun avec sa propre histoire de sauvetage et de guérison. L'idée qu'ils soient en conduite dans un territoire inconnu, effrayé et seul, était presque insupportable. « Nous devons signaler cela au shérif, dit-elle. Le rire de Caleb n'avait rien d'amusant. Le shérif Thompson est à la solde de Murdoch, depuis des années. Alors nous le signalerons aux autorités territoriales. Avec quelle preuve? Hayes invoque la légitime défense et ses compagnons ont opportunément disparu. La voix de Caleb trahissait le poids d'une dure expérience. Ta parole et la mienne contre celle de 3 éleveurs respectés n'auront pas beaucoup de poids devant un tribunal. Rose se sentit prise au piège, comme elle l'avait été à Boston lorsque les créanciers l'avaient encerclée comme des vautours. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de sa propre survie. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Oui, Caleb se leva, époussetant ses genoux. Nous pouvons rendre cet endroit suffisamment solide pour qu'il puisse se défendre, et nous pouvons découvrir ce que Murdoch voulait dire par avoir des papiers légaux. Ils se rendirent ensemble en ville, le pilleur blessé de Caleb attaché à sa selle comme un sac de grains. Les rues de Sweetwater Ridge bourdonnaient d'activité alors que la nouvelle des événements de la nuit se répandait dans la communauté. Rose remarqua que les conversations s'arrêtaient à leur passage, que les regards les suivaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Le cabinet du médecin fut leur première étape. Le docteur Pritchard, une femme sévère aux cheveux argentés et au comportement pragmatique, examina Hayes avec un détachement professionnel. « Il survivra », déclara-t-elle, « mais il gardera cette balle dans son corps pour le reste de ses jours, en supposant, bien sûr, qu'il survive aux conséquences de cette folie. » Le shérif Thompson arriva alors qu'il quittait le cabinet médical, le visage soigneusement neutre. C'était un homme corpulent, avec un ventre bedonnant et des yeux pâles qui semblaient regarder à travers les gens à qui il s'adressait plutôt que les regarder eux-mêmes. Morrison, Mademoiselle McKenna. Son ton était poli mais distant. J'ai entendu dire qu'il y avait eu de l'agitation au Broken Arrow hier soir. 3 hommes armés ont attaqué ma propriété et dispersé mon bétail, dit Rose avant que Caleb n'ait le temps de répondre. Je veux qu'ils soient arrêtés. Thompson haussa légèrement les sourcils. C'est une accusation grave. Avez-vous des témoins? Monsieur Morrison était là. Il peut témoigner. Morrison n'est pas vraiment un témoin impartial, l'interrompit Thompson, étant donné qu'il empiète sur cette propriété depuis 2 ans. Ce rejet désinvolte frappa Rose comme un coup de froid. Empiété, il occupait du ranch en accord avec mon grand-oncle. Des accords qui ont pris fin avec le décès d'Ezra McKenna. Le sourire de Thompson était fin et désagréable. Légalement parlant, Morrison occupe une propriété privée sans autorisation. Cela fait de lui un squatter. Rose sentit Caleb se crisper à côté d'elle, mais sa voix resta calme. Les animaux avaient besoin de soins. Quelqu'un devait s'occuper des troupeaux. Noble sentiment, mais cela ne le rend pas légal. Thompson ajusta son chapeau. Maintenant, à propos de ces prétendues attaques, avez-vous des preuves autres que votre propre parole? Hayes est allongé dans le cabinet du médecin avec la balle de Caleb dans l'épaule, fit remarquer Rose. Hayes prétend avoir agi en légitime défense. Il dit que Morrison lui a tiré dessus lorsqu'il a essayé de récupérer le bétail volé. La logique était tellement tordue que Rose mit un moment à la comprendre. Du bétail volé? Il y a eu des questions concernant la propriété du bétail à Broken Arrow depuis le décès de votre grand-oncle. Le ton de Thompson restait exaspérant de raison.
Plusieurs éleveurs voisins ont revendiqué des animaux qui s'étaient égarés sur la propriété. Ces animaux ne se sont pas égarés, dit Caleb calmement. Ils ont été amenés là pour être soignés. Selon qui? Un homme mort et un squatter? Thompson secoua la tête. J'ai bien peur que cela ne tienne pas devant un tribunal. Rose comprit qu'il menait une bataille dont les règles changeaient en fonction de ceux qui les établissaient. Toutes les voies juridiques semblaient conçues pour favoriser Murdoch et ses alliés. Que faudrait-il pour rendre notre position légitime? Demanda-t-elle. Le sourire de Thompson s'élargit légèrement. Une preuve de propriété. Des documents clairs attestant des intentions de votre grand-oncle concernant les animaux. Et probablement une lourde amende pour occupation illégale de la propriété par Morrison. Alors qu'il s'éloignait du bureau du shérif, Rose sentit le poids des défis à venir peser sur ses épaules. Ils avaient besoin d'aide, de quelqu'un qui comprenait le système juridique et n'avait pas peur de lutter contre la corruption. Il y a quelqu'un, dit Caleb doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. Une avocate à Helena qui a fait carrière en prenant en charge des affaires comme celle-ci. Quel genre d'affaires? Le genre où des hommes puissants essaient de voler ceux qui ne peuvent pas se défendre. Son expression était sombre, mais l'engager signifierait d'admettre que ce combat va empirer avant de s'améliorer. Rose pensa aux animaux de la vallée cachée, à la confiance dans leurs yeux et à la paix qu'ils avaient trouvée à Broken Arrow. Elle pensa à la vision de son grand-oncle et à l'héritage de guérison qu'il lui avait laissé. Alors nous ferions mieux de l'envoyer chercher immédiatement. Catherine Blackwood arriva 3 jours plus tard, dans la diligence de l'après-midi, et Rose comprit immédiatement pourquoi les hommes puissants pouvaient la craindre. Elle était grande et élégante, avec des cheveux gris acier tirés en arrière en un chignon sévère et des yeux de la couleur de la glace hivernale. Sa robe de voyage était coûteuse mais pratique, et elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. « Mademoiselle McKenna, dit-elle en tendant une main gantée, votre télégramme était intrigant, un ranch sanctuaire assiégé par des fonctionnaires corrompus et des éleveurs voisins. On dirait un roman à 4 sous. Je vous assure que la situation est bien réelle, répondit Rose, scrutant le visage de la femme plus âgée à la recherche de signes de scepticisme. Oh, je n'en doute pas. J'ai vu suffisamment de justice frontalière pour savoir que la réalité dépasse souvent la fiction. Le regard de Catherine se porta sur Caleb, qui se tenait légèrement derrière Rose. Et vous devez être le mystérieux Monsieur Morrison. Caleb toucha le bord de son chapeau. Madame, le vétéran de guerre au passé tragique qui entretient ce sanctuaire par noble obligation. Le ton de Catherine était neutre, mais Rose perçut la subtile interrogation dans ses mots. Entre autres raisons, répondit Caleb d'un ton calme. Excellent. La complexité rend les arguments juridiques plus solides. Catherine fit un geste vers la maison du ranch. Examinons les preuves. Elle se cerne les 2 heures suivantes à passer en revue tous les documents que Rose avait trouvés dans les papiers de son grand-oncle. Catherine lisait avec l'intensité d'un faucon étudiant sa proie, prenant parfois des notes dans un porte-documents en cuir. Fascinant, murmura-t-elle en examinant une série de correspondances entre Ezra McKenna et divers vétérinaires. Votre grand-oncle était très méthodique dans la documentation de ses activités de sauvetage d'animaux. Est-ce que cela joue en notre faveur, demanda Rose. Potentiellement, cela établit l'intention et l'engagement continu en faveur du bien-être animal. Catherine mit de côté une autre pile de papier. Cependant, j'ai besoin de comprendre l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. Montrez-moi ces animaux. La visite de la vallée cachée affecta Catherine d'une manière que Rose n'avait pas prévue. Le sang-froid professionnel de l'avocate s'est légèrement effrité lorsqu'elles ont rencontré le vieux Ben en train de pêcher dans le ruisseau, que des loups les observaient depuis les crêtes et que les chevaux sauvés se déplaçaient avec la confiance prudente d'animaux qui avaient réappris à espérer. « Mon Dieu !» murmura Catherine en regardant une jument portant d'anciennes cicatrices de coups de fouet sur les flancs frotter doucement son museau contre la main de Caleb avec une confiance tranquille. Ce n'est pas seulement un ranch, c'est une révolution. Une révolution? Demanda Rose. L'idée que les choses brisées méritaient d'être réparées plutôt que détruites. Que la nature sauvage et la domesticité peuvent coexister. Que la miséricorde a une valeur pratique. La voix de Catherine trahissait une émotion à laquelle Rose ne s'attendait pas.
Votre grand-oncle remettait en question les principes fondamentaux qui régissent la manière dont nous traitons les plus vulnérables. Ils observaient un groupe de bovins, certains portant les marques de ferme en faillite, d'autres clairement nés à l'état sauvage, paître paisiblement ensemble lorsque Catherine posa la question que Rose redoutait. Que se passera-t-il si vous perdez, si Murdoch réussit à revendiquer cette propriété? Une image surgit spontanément dans l'esprit de Rose. Des loups abattus parce qu'ils étaient considérés comme des prédateurs dangereux, des ours détruits parce qu'ils représentaient une menace, des chevaux brisés ou abattus, du bétail dispersé pour mourir en territoire inconnu. Tout cela effacé au nom du progrès et du profit. Nous ne pouvons pas perdre, dit-elle simplement. Catherine l'étudia avec un intérêt nouveau. Ce n'est pas un argument juridique, mademoiselle McKenna. Non, dit Caleb doucement. Mais c'est le seul qui compte. Ce soir-là, alors que Catherine examinait d'autres documents à la lumière d'une lampe, elle exposa la dure réalité de leur situation. Murdoch a de l'argent, des relations politiques et l'avantage des préjugés locaux contre ce que vous faites ici, dit-elle en ajustant ses lunettes. Il semble également disposer de documents suggérant que votre grand-oncle lui devait des sommes importantes. Rose sentit son estomac se nouer. Quel genre de documents? Des billets à ordre, supposément signés par Ezra McKenna, acceptant d'utiliser la propriété du ranch comme garantie pour des prêts. L'expression de Catherine était sombre. S'ils sont légitimes, Murdoch pourrait avoir des motifs légaux pour saisir la propriété. Et si elles ne sont pas authentiques? Alors nous devons prouver qu'il s'agit de faux, ce qui nécessite l'analyse d'experts et des témoins, ce qui est à la fois coûteux et long. Catherine posa les papiers. Il y a une autre complication. Le gouvernement territorial fait pression sur les propriétaires fonciers pour qu'ils démontrent l'utilisation productive de leurs grandes propriétés. Un sanctuaire pour animaux sauvés pourrait ne pas répondre à leur définition. Rose sentit à nouveau les murs se refermer sur elle, mais cette fois, Caleb prit la parole. « Il y a quelque chose que Catherine devrait savoir, dit-il d'une voix soigneusement maîtrisée, à propos de la raison pour laquelle j'ai vraiment entretenu cet endroit. » Les deux femmes se tournèrent vers lui. À la lumière de la lampe, son visage était dans l'ombre et incertain. « La nuit où ma famille a été tuée, dit-il lentement, j'étais censé être à la maison. Mais Ezra McKenna m'avait envoyé un message au sujet d'un étalon Mustang blessé. Il disait qu'il avait besoin d'aide pour débourrer le cheval afin qu'il puisse être soigné correctement. » Le cœur de Rose se serra en entendant la douleur dans sa voix. « J'ai passé 3 jours ici, à travailler avec cet étalon, pendant que ma femme et mes enfants, il s'interrompit et déglutit péniblement. Quand je suis finalement rentré chez moi, je les ai trouvés morts. Je les ai enterrés dans un sol qui aurait dû être protégé par ma présence. »« Oh, Caleb, » murmura Rose. « Ezra savait, » poursuivit Caleb. « D'une manière ou d'une autre, il savait que je m'en voudrais. Alors, quand je suis venu ici après coup, fou de chagrin et cherchant quelqu'un à punir, il m'a mis au travail. Il a dit que les animaux avaient besoin de quelqu'un qui comprenait la survie. Il a dit que soigner les autres pourrait aussi me soigner. » Catherine se pencha en avant, attentive. « Suggérez-vous que votre grand-oncle vous ait délibérément fait venir cette nuit-là? » »« Je ne sais pas. Peut-être. Ezra McKenna était inhabituel. Il semblait pressentir les choses avant qu'elles ne se produisent. » Caleb serra les mâchoires. « Ce que je sais, c'est qu'il m'a sauvé la vie en me donnant un but, alors que je n'avais plus aucune raison de vivre. » Tous trois restèrent assis en silence, absorbés par ces implications. Rose se surprit à regarder Caleb avec une nouvelle compréhension. Ce n'était pas seulement un homme blessé par la perte, mais quelqu'un qui avait trouvé la rédemption en se mettant au service de créatures aussi brisées que lui. « Eh bien, dit finalement Catherine, cela ajoute certainement un poids émotionnel à notre affaire. Mais je dois vous avertir. D'après mon expérience, la loi se soucie davantage des droits de propriété que de guérir les cœurs. » Mais alors même qu'elle parlait, Rose perçut dans l'expression de l'avocate quelque chose qui suggérait que Catherine Blackwood se souciait peut-être davantage que des subtilités juridiques, après tout. L'attaque survint à l'aube, rapide et brutale, destinée à briser leur morale avant même que la bataille juridique ne commence. Rose se réveilla au son des coupes de feu et des cris des chevaux. Elle enfila rapidement des vêtements, attrapa son Derringer et se précipita dehors pour découvrir la vallée illuminée par la lueur orange des flammes.
La grange principale était en feu et des silhouettes à cheval poussaient les animaux éparpillés vers les flammes. « Rose! » La voix de Caleb trancha le chaos. Il était monté sur son étalon, fusil à la main, essayant de contrôler un groupe de bovins paniqués. « Va chercher Catherine et va à la maison! » Mais Catherine courait déjà vers eux, ses cheveux gris flottant au vent, un fusil à la main qu'elle maniait avec une habileté surprenante. « Combien sont-ils? » demanda-t-elle. « 6, peut-être 8, répondit Caleb en tirant sur un cavalier qui incendiait l'un des abris à fourrage. Ils essayent de tout disperser avant que nous puissions nous organiser. Rose comprit immédiatement leur stratégie. Créer suffisamment de chaos et de destruction pour que, même s'ils survivaient aux poursuites judiciaires, il ne reste plus rien pour quoi se battre. Un cavalier se détacha du groupe principal et chargea directement vers eux, la torche brandie haut. Rose visa avec son Derringer à 2 mains, comme son père le lui avait appris, et tira. L'homme hurla et tomba de sa selle, sa torche volant dans la terre sans causer de dégâts. « Bien tiré », dit Catherine d'un ton approbateur, puis elle braqua son fusil sur un autre assaillant. La bataille fut féroce mais brève. Les loups émergèrent de l'obscurité comme des ombres incarnées, n'attaquant pas les humains, mais semant suffisamment la confusion pour briser leur formation. Le vieux Ben apparut près de la grange en feu, sa silhouette massive se découpant sur les flammes alors qu'il éloignait les animaux effrayés du danger. À la fin, 3 assaillants gisaient blessés, 2 s'étaient enfuis et les autres étaient introuvables. Mais les dégâts étaient inconsidérables. La grange principale était détruite, plusieurs abris avaient brûlé et au moins 40 animaux s'étaient dispersés dans la nature. « Il faut que cela cesse, » dit Rose, la voix tremblante de rage, tandis qu'elle examinait les dégâts. « Ils continueront à venir jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Catherine baissa son fusil, le visage maculé de suie, mais les yeux brillants. « En fait, ils viennent peut-être de nous donner exactement ce dont nous avons besoin. » « Que veux-tu dire? » »« Des témoins, des preuves, la preuve d'une campagne coordonnée visant à détruire cette propriété. » Le sourire de Catherine était aussi tranchant qu'une lame. L'incendie criminel est un crime territorial, Mel McKenna. Même les shérifs corrompus doivent enquêter sur les crimes territoriaux. Le lendemain matin apporta des alliés inattendus. Doc Pritchard arriva avec des fournitures médicales et une détermination sinistre qui surprit Rose. « J'ai entendu parler de l'incendie, » dit-elle en installant un poste de secours pour soigner les animaux blessés. « J'ai aussi entendu des choses intéressantes au sujet d'enquêteurs territoriaux qui posaient des questions en ville. » « Des enquêteurs territoriaux? » Rose sentit un élan d'espoir. « Catherine a été très occupée, » dit Doc Pritchard en examinant une brûlure sur la patte d'un jeune veau. « Il semble que les événements de la nuit dernière aient attiré l'attention d'Helena, l'attention des autorités fédérales. » Catherine apparut derrière les ruines de la grange, sa robe de voyage remplacée par des vêtements de travail pratiques. « Détruire des biens dans le but d'influencer une procédure judiciaire en cours est un délit fédéral, » dit-elle avec satisfaction. « Surtout lorsque ces biens contiennent des preuves pertinentes pour des litiges fonciers territoriaux. » Au cours des jours suivants, Rose commença à comprendre l'ampleur des manœuvres juridiques de Catherine. L'avocate avait tout documenté, les attaques, l'état des animaux, et même les systèmes de gestion rigoureux mis en place par Ezra McKenna. Elle avait également correspondu avec les autorités territoriales, constituant un dossier qui allait bien au-delà d'un simple litige foncier. « Le travail de votre grand-oncle ici représente un effort de conservation considérable, » expliqua Catherine, tandis qu'il regardait Caleb et plusieurs bénévoles s'affairer à reconstruire les abris endommagés. Le gouvernement territorial subit la pression des écologistes de l'Est pour protéger la faune sauvage. Ce sanctuaire pourrait devenir un modèle pour la gestion des terres fédérales. Vous pensez que le gouvernement pourrait nous soutenir? Je pense que le gouvernement pourrait trouver politiquement avantageux de vous soutenir, corrigea Catherine, ce qui revient au même concrètement. Mais l'attention de Rose était de plus en plus attirée par Caleb, qui se lançait dans les travaux de reconstruction avec une intensité qui frôlait le désespoir. Il travaillait de l'aube jusqu'à la nuit tombée, construisant et réparant avec une habileté qui témoignait d'années de pratique. « Il essaie de fuir quelque chose, » observa Catherine en suivant le regard de Rose. « Son chagrin? Ses sentiments pour toi. » Ces mots frappèrent Rose comme un coup physique. « C'est ridicule. »« Vraiment?
Cet homme te regarde comme si tu étais le soleil se levant sur un monde qu'il croyait mort. La voix de Catherine était douce mais ferme, et tu le regardes de la même manière. Rose sentit ses joues s'empourprer. Nous nous connaissons à peine. Vous vous êtes battus côte à côte. Vous avez versé votre sang pour la même cause. Vous l'avez vu dans ses moments les plus vulnérables et il vous a vu dans vos moments les plus forts. Le sourire de Catherine était entendu. Certaines personnes se courtisent pendant des années et se connaissent moins bien. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, mangeant un repas simple et planifiant le travail du lendemain, Rose se surprit à observer les mains de Caleb lorsqu'il gesticulait, sa voix lorsqu'il parlait des besoins des animaux, ses yeux lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Catherine avait raison. Quelque chose avait grandi entre eux, quelque chose qui allait au-delà d'un objectif commun ou d'un respect mutuel. Mais cela était compliqué par le chagrin, les circonstances et l'avenir incertain de tout ce qu'ils se battaient pour protéger. Un avenir qui serait décidé dans 3 jours seulement, lorsque les enquêteurs territoriaux arriveraient pour déterminer le sort du ranch Broken Arrow. Les enquêteurs territoriaux se révélèrent être 2 hommes très différents. Le colonel James Hartford, un vétéran à l'allure militaire, au regard perçant et aux questions encore plus percutantes, et le professeur Edmund Whitmore, un naturaliste de l'université territoriale dont l'enthousiasme pour le travail de conservation d'Ezra McKenna était immédiatement perceptible. « Remarquable !» s'exclama le professeur Whitmore en observant les loups se déplacer parmi le troupeau sans déranger le bétail. « Je n'ai jamais vu une intégration aussi réussie entre des espèces sauvages et domestiques. » Le colonel Hartford était plus pragmatique dans ses observations. Les infrastructures ici représentent un investissement considérable. Système d'alimentation, gestion de l'eau, installation médicale pour les soins aux animaux. Il prit des notes dans un porte-documents en cuir. Ce n'est pas du travail d'amateur. Catherine avait soigneusement préparé Rose à ce moment, mais rien n'aurait pu la préparer au poids de voir son avenir et celui de 200 animaux, décidés par des étrangers. « Mademoiselle McKenna, » dit le colonel Hartford d'une voix formellement polie, « j'ai besoin de comprendre les aspects financiers de cette opération. L'alimentation animale seule pour autant de créatures doit coûter des milliers de dollars par an. » Le cœur de Rose se serra. Elle redoutait cette question, car elle n'avait pas de bonne réponse à donner. Les registres de son grand-oncle indiquaient les dépenses, mais pas clairement les sources de revenus. « Mon grand-oncle avait conclu des accords avec diverses parties, » dit-elle, espérant que sa voix semblait plus assurée qu'elle ne l'était réellement. « Quel genre d'accord ?» Avant que Rose ne puisse bredouiller une autre réponse vague, Caleb intervint. « Le genre d'accord où des gens désespérés amenaient leurs animaux ici plutôt que de les voir détruits, » dit-il calmement. Un fermier menacé de faillite amenait son bétail plutôt que de le voir mourir de faim. Une unité de cavalerie avec des chevaux blessés les envoyait ici pour qu'ils soient soignés plutôt que de les abattre. « Et le paiement ?» insista le colonel Hartford. « Parfois de l'argent, parfois de la main-d'œuvre, parfois simplement la certitude que quelque chose de bien avait été sauvé de la destruction. » La voix de Caleb était calme, mais Rose remarqua la tension dans ses épaules. Ezra McKenna ne dirigeait pas une entreprise, colonel. Il menait une mission. Le professeur Whitmore leva les yeux de son examen des activités de pêche du vieux Ben. Une mission qui a permis de préserver plusieurs espèces et races qui auraient autrement disparu à cause de la colonisation territoriale. Du point de vue de la conservation, intervint Catherine avec douceur, cette propriété représente exactement le type de gestion foncière avant-gardiste dont les autorités territoriales ont discuté à Helena. L'expression du colonel Hartford resta neutre, mais Rose remarqua un changement dans son attitude. Et les récentes attaques contre cette propriété? Le shérif Thompson prétend qu'il s'agissait de tentatives de récupération de bétail volé. Le shérif Thompson est soit incompétent, soit corrompu, dit Catherine sans détour. Peut-être les deux. Les animaux qui se trouvent ici ont été sauvés. Ce ne sont pas des biens volés. Pouvez-vous prouver que ces documents sont légitimes? Catherine sourit. Monsieur Murdoch peut-il prouver que ces billets à ordre sont légitimes? Le défi resta en suspens comme de la fumée. Rose comprit que Catherine avait préparé ce moment, se préparant à renvoyer la charge de la preuve à leurs accusateurs. « J'aimerais voir ces documents contestés, » dit le professeur Whitmore. « Tous, sans suivi d'un examen approfondi qui dura 2 jours.
Rose regarda Catherine travailler avec une admiration grandissante tandis que l'avocate démantelait systématiquement les arguments de Murdoch. Les billets à ordre présentaient des incohérences dans l'écriture. Les signatures des témoins appartenaient à des hommes qui, selon les documents, se trouvaient ailleurs aux dates supposées de la signature. Le langage juridique était trop moderne pour des documents prétendument rédigés 2 ans plus tôt. Contrefaçon, a déclaré le colonel Hartford le deuxième soir. Assez sophistiqué, mais contrefaçon quand même. Rose a ressenti un soulagement si intense qu'elle en a eu le vertige. Mais les paroles suivantes du professeur Whitmore l'ont rapidement ramené à la réalité. La question de la contrefaçon résout les problèmes juridiques immédiats, a-t-il déclaré. Mais elle ne répond pas à la question plus large de l'avenir de ce sanctuaire. Que voulez-vous dire? Demanda Rose. La politique territoriale favorise fortement l'utilisation productive des grandes propriétés foncières, l'élevage bovin, l'agriculture, l'exploitation minière, des activités qui contribuent au développement économique. Le professeur Whitmore avait l'air compatissant, mais réaliste. Le sauvetage d'animaux n'entre généralement pas dans cette catégorie. Rose eut la sensation familière que le sol se dérobait sous ses pieds. Donc, même si nous gagnons cette bataille, nous perdons la guerre? Pas nécessairement, répondit lentement le colonel Hartford. Il y a eu des discussions à Helena au sujet de la création de réserves fauniques territoriales, des zones désignées pour la conservation et l'étude. Cela pourrait-il être éligible à une telle désignation? Demanda Catherine. Si la structure de gestion était adéquate et si la valeur scientifique était documentée. Le colonel Hartford observa la vallée où les animaux se déplaçaient paisiblement dans la lumière du soir. Mais cela nécessiterait une supervision officielle, la nomination territoriale d'un gestionnaire qualifié. Le cœur de Rose se serra à nouveau. Elle voyait où cela menait. Un représentant du gouvernement prendrait le contrôle de tout ce que son grand-oncle avait construit. Qui pourrait prétendre au poste de gestionnaire territorial? Demanda Caleb à voix basse. Une expérience militaire dans la logistique et la planification. Des connaissances avérées en élevage. Une formation adaptée au travail de conservation. Le regard du colonel Hartford se posa de manière significative sur Caleb. Quelqu'un qui comprend à la fois les aspects pratiques et philosophiques de ce que représente cet endroit. Rose sentit quelque chose se mettre en place, une pièce du puzzle dont elle ignorait qu'elle manquait. « Vous offrez le poste à Caleb, dit-elle. Je suggère que M. Morrison pourrait être le candidat idéal pour être nommé gestionnaire territorial de la réserve, corrigea le colonel Hartford. Mademoiselle McKenna, conservant la propriété du terrain. La proposition flottait dans l'air comme un pont enjambant un gouffre infranchissable. Rose regarda Caleb, essayant de lire son expression. Voulait-il cette responsabilité? Voulait-il être lié à cet endroit et à elle, par une nomination officielle plutôt que par un choix personnel? Mais lorsque leurs regards se croisèrent à la lueur du feu, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas de la résignation, ni du devoir, ni même de l'acceptation. C'était de l'espoir. « Il y a une condition, dit Caleb, sa voix tranchant le silence du soir comme une lame dans de la soie. Si j'accepte cette nomination, je dois savoir que mademoiselle McKenna restera. » Le colonel Hartford haussa un sourcil. Ce n'est pas aux autorités territoriales d'en décider. Non, acquiesça Caleb, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage de Rose. Mais c'est à moi de l'exiger. Le poids de ces mots s'abattit sur eux comme une neige tombante. Rose comprit qu'il ne parlait pas seulement d'un partenariat pratique ou d'une coopération professionnelle. Il lui demandait de choisir non seulement le ranch, mais aussi lui. « Ce poste vous obligerait à vivre sur la propriété, » dit le professeur Whitmore, apparemment inconscient des tensions émotionnelles sous-jacentes. « Résidence et gestion à temps plein. » Je comprends. Il faudrait fournir des rapports trimestriels aux autorités territoriales, documenter les efforts de conservation, coordonner les initiatives fédérales en matière de faune sauvage. Je comprends. Le colonel Hartford observa Caleb attentivement. Et les aspects irréguliers de cette opération, les loups, l'ours, le mélange d'espèces sauvages et domestiques, cela continuerait sous observation scientifique, répondit Caleb d'un ton calme. Si c'est ce que souhaite Mel McKenna. Rose sentit tous les regards se tourner vers elle. L'avenir du sanctuaire, la carrière de Caleb, son propre destin. Tout dépendait de ses prochains mots. « Ce que je veux, dit-elle lentement, c'est honorer la vision de mon grand-oncle
tout en construisant quelque chose qui puisse survivre à tous les défis que l'avenir nous réserve. Ce n'est pas vraiment une réponse, fit remarquer Catherine avec douceur. Rose regarda autour d'elle les visages qui l'entouraient. Catherine, avec son intelligence vive et sa compassion inattendue, le professeur Whitmore, avec son enthousiasme académique, le colonel Hartford, avec son pragmatisme militaire, et Caleb, avec ses yeux gris imperturbables qui semblaient contenir toutes les conversations qu'elle rêvait d'avoir. Alors oui, dit-elle avec plus de fermeté, oui à la désignation territoriale, oui à Caleb comme directeur, oui à tout ce qu'il faudra pour maintenir cet endroit en vie. Les négociations qui suivirent furent complexes et parfois houleuses. Murdoch, confronté à des preuves de falsification et à d'éventuelles poursuites fédérales, accepta de renoncer à ses revendications en échange de l'immunité judiciaire. Le shérif Thompson fut discrètement muté à un poste moins sensible. Plusieurs des hommes impliqués dans les attaques furent inculpés d'incendies criminels et de destruction de biens territoriaux. Mais le vrai travail commença après le départ des fonctionnaires et la signature des documents juridiques. Nous devons agrandir les installations médicales, a déclaré Caleb en examinant les plans à la lumière d'une lampe dans la cuisine du ranch. Si nous voulons devenir une réserve officielle, nous devons être en mesure de traiter des cas plus complexes. Rose s'est penchée par-dessus son épaule pour examiner les croquis, très consciente de sa chaleur et du léger parfum de cuir et de fumée de bois qui semblait s'accrocher à lui. Le financement territorial couvrira-t-il ce type d'agrandissement? Une partie. Le reste, nous devrons le collecter auprès de fonds privés. Il leva les yeux vers elle et elle réalisa à quel point leurs visages étaient proches. Il existe des groupes de conservation de l'Est qui pourraient soutenir ce type de travail. Catherine a mentionné quelques contacts à Boston, dit Rose, la voix légèrement haletante. Ils étaient assis près l'un de l'autre, la tête penchée sur les mêmes papiers, lorsque la réalité de leur situation frappa soudain Rose avec une force écrasante. Cet homme fort, blessé, étonnamment doux, allait rester. Ils allaient travailler ensemble, vivre sur la même propriété, construire quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques semaines auparavant. « Caleb » dit-elle doucement. Il leva les yeux et l'expression de son regard fit battre son cœur à toute vitesse. « Rose, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Sa voix était rauque d'émotion. « Quand j'ai dit que j'avais besoin de savoir que tu resterais, ce n'était pas seulement à cause des animaux. Je sais. Vraiment? » Il posa son crayon et se tourna vers elle. « Parce que je dois être clair sur ce que je te demande. Je ne te demande pas seulement d'être une partenaire commerciale ou une collègue écologiste. » Rose retint son souffle. « Que me demandes-tu? » Au lieu de répondre par des mots, Caleb tendit les mains pour prendre son visage entre ses mains calleuses. Ses pouces effleurèrent ses pommettes, tandis qu'il étudiait ses traits à la lumière de la lampe. « Je te demande un avenir, dit-il simplement. Avec toi, ici, pour construire quelque chose qui compte. » Le baiser qui suivit fut d'abord doux, hésitant, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se détourne. Mais Rose avait attendu ce moment sans même s'en rendre compte, et elle se pencha vers lui avec un soupir de reconnaissance. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Caleb posa son front contre le sien. « Je t'aime, dit-il, les mots à peine audibles. Je ne pensais pas pouvoir aimer à nouveau après ce qui est arrivé à ma famille. Mais tu as réveillé en moi quelque chose que je croyais enfoui à jamais. »« Je t'aime aussi, » murmura Rose, et ces mots lui donnèrent l'impression de rentrer chez elle après un long voyage dont elle ignorait l'existence. Dehors, un loup hurla depuis la crête, et un autre lui répondit depuis la vallée en contrebas. Le son était sauvage, magnifique et totalement libre, exactement comme Rose se sentait dans les bras de Caleb. Mais même s'ils s'étreignaient dans la chaleur de la lumière de la lampe, ils savaient tous deux que l'amour seul ne suffirait pas à réaliser leurs rêves. Le véritable test arriva avec l'hiver, lorsque les cols de montagne furent fermés et que le ranch Broken Arrow se retrouva complètement isolé du monde extérieur. Rose avait connu les hivers de Boston, mais rien ne l'avait préparé à la beauté féroce d'une tempête de neige dans le Montana. La neige tomba pendant 3 jours d'affilée, s'accumulant en congères qui atteignaient les fenêtres du ranch et transformaient le paysage familier en un monde étranger de silence blanc. « Nous sommes complètement coupés du monde, » dit Caleb en revenant d'une inspection des abris périphériques. Des cristaux de glace s'accrochaient à sa barbe
et ses yeux brillaient à cause du froid et de l'effort. Nous ne pourrons pas nous approvisionner en ville avant des semaines, peut-être plus. Rose ressentit une vague de panique à l'idée d'être si isolée, mais celle-ci fut rapidement remplacée par quelque chose d'inattendu, le contentement. Elle découvrait qu'elle s'épanouissait dans les défis de la vie à la frontière, dans la nécessité de se contenter de ce qu'ils avaient et de résoudre les problèmes grâce à leur ingéniosité plutôt qu'à leur argent. Les animaux, demanda-t-elle en l'aidant à retirer son lourd manteau. Ils se sont bien adaptés. Le vieux Ben s'est installé sous l'abri principal et les loups chassent en meute. Ils savaient mieux que nous comment survivre à cela. La tempête eut également un effet inattendu sur les animaux domestiques. Les bovins et les chevaux se regroupèrent pour se réchauffer, oubliant temporairement leur hiérarchie habituelle face à la nécessité de survivre. Rose observa depuis la fenêtre de la cuisine la formation de partenariats improbables. Un Mustang sauvage partageant sa chaleur corporelle avec un cheval de trait, un bœuf à longue corne permettant à un veau sauvé de s'abriter contre son flanc massif. Il nous enseigne quelque chose, a-t-elle fait remarquer à Catherine, qui était restée pendant l'hiver pour aider à mettre en place les systèmes administratifs de la réserve. Quoi donc? Que la survie est plus facile lorsque l'on travaille ensemble plutôt que de maintenir des frontières artificielles. Catherine sourit. Ton grand-oncle aurait apprécié cette observation. L'isolement apporta également d'autres bienfaits. Sans pression ni distraction extérieure, Rose et Caleb trouvèrent un rythme de travail partagé et de compagnie tranquille qui leur semblait aussi naturel que respirer. Ils s'occupaient ensemble des animaux, planifiaient ensemble des améliorations et cuisinèrent même ensemble dans la cuisine du ranch. Et lentement, prudemment, ils apprirent à se connaître. Rose découvrit que Caleb avait un sens de l'humour pince sans rire qui se révélait lorsqu'il se sentait en sécurité, qu'il savait jouer du violon avec une habileté surprenante et qu'il parlait aux animaux d'une voix douce qui apaisait même les créatures les plus craintives. Elle apprit que son chagrin était si profond qu'il faisait désormais partie de son paysage, mais qu'il ne diminuait en rien sa capacité à ressentir de la joie. Il rendait simplement cette joie plus précieuse lorsqu'elle apparaissait. Caleb a appris que Rose avait hérité de son grand-oncle plus que des terres. Elle avait également hérité de sa compréhension intuitive du comportement animal et de son don pour créer des espaces propices à la guérison. Il l'a observée travailler avec une jument traumatisée, sans jamais la pousser, sans jamais rien exiger, simplement en lui offrant une présence constante jusqu'à ce que l'animal choisisse de lui faire confiance. « Tu as son don », lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, le vent hurlant dehors, mais la chaleur et la paix régnant à l'intérieur. Quel don! Voir au-delà des dommages ce que quelque chose pourrait devenir avec des soins appropriés. Ces mots avaient plusieurs sens qui firent battre le cœur de Rose. Elle le regarda à travers le petit espace qui séparait leurs fauteuils, admirant la ligne forte de sa mâchoire, les mèches argentées dans ses cheveux foncés, ses mains douces avec les créatures blessées et sûres avec les outils. « C'est ce que tu penses que j'ai fait avec toi? » demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était rauque d'émotion. « J'étais aussi brisé que n'importe quel animal que ton grand-oncle ait jamais amené ici. Peut-être même plus brisé, car j'avais perdu toute envie de guérir. » Il croisa son regard. « Mais tu as vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. » Rose tendit la main pour prendre la sienne. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Cette nuit-là, alors que le vent faisait claquer les volets et que la neige continuait de tomber, ils firent de l'amour pour la première fois, avec une tendresse qui ressemblait à une prière. Après Ahim, allongé dans les bras de Caleb, le clair de lune filtrant à travers les fenêtres couvertes de givre, Rose comprit qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Pas seulement l'amour, même si cet amour était plus profond et plus vrai que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, mais aussi un but, un partenariat, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'elle-même. « Épouse-moi », dit Caleb doucement dans l'obscurité. Rose sourit contre sa poitrine. Est-ce une question ou une affirmation? Les deux, ni l'un ni l'autre. Il la serra plus fort dans ses bras. Un espoir, peut-être. Alors oui à l'espoir, murmura-t-elle. Oui à tout. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du ranch de la réserve de Broken Arrow,
Deux personnes qui se croyaient trop abîmées pour connaître le bonheur découvrirent que l'amour pouvait vraiment guérir les blessures les plus profondes, à condition d'être assez courageux pour le laisser faire. Mais alors même qu'ils planifiaient leur avenir ensemble, aucun d'eux ne savait que leur plus grand défi était encore à venir. Le printemps apporta des visiteurs inattendus avec la fonte des neiges, et Rose comprit immédiatement que des ennuis étaient arrivés avec eux. La délégation de Washington était menée par le sénateur Marcus Fleming, un politicien aux cheveux argentés, dont le sourire n'atteignait jamais ses yeux calculateurs. Il était accompagné de deux inspecteurs fédéraux et d'un sténographe dont le travail, apparemment, consistait à documenter tout ce qui était dit. Mademoiselle McKenna, dit le sénateur Fleming d'une voix douce comme du whisky vieilli, j'ai entendu des choses remarquables au sujet de votre entreprise ici. Il se tenait sous le porche du ranch, contemplant la vallée où les animaux paissaient paisiblement sous le soleil matinal. Aux yeux de Rose, c'était une scène d'harmonie parfaite, la preuve que la vision de son grand-oncle pouvait fonctionner. Mais elle perçut quelque chose de prédateur dans le regard du sénateur alors qu'il inspectait la propriété. Sénateur Fleming, intervint Catherine d'une voix douce, apparaissant aux côtés de Rose, avec les documents de nomination territoriale à la main. J'espère que vous avez pris connaissance de la désignation officielle de cette propriété en tant que réserve faunique fédérale. En effet, je l'ai fait. C'est très intéressant. Le sourire de Fleming s'élargit. Bien que je comprenne qu'il y ait eu certaines questions au sujet des pratiques de gestion, disons, non conventionnelles employées ici. Caleb sortit de la grange, l'air méfiant, et observa les fonctionnaires rassemblés. Rose sentit sa tension comme une décharge électrique dans l'air. Quel genre de questions? Demanda Rose. Eh bien, le fait de mélanger des prédateurs sauvages et du bétail domestique, par exemple. Le fait de laisser les ours errer librement à proximité des habitations humaines. Les rapports territoriaux sont fascinants à lire. Fleming fait un geste vers la vallée. On peut se demander si de telles pratiques constituent un risque pour la sécurité publique. Le professeur Whitmore, qui accompagnait la délégation, semblait mal à l'aise. Sénateur, la valeur scientifique de ce travail est bien documentée. Les succès obtenus ici en matière de conservation sont sans précédent. Oh, je ne doute pas de l'intérêt scientifique, répondit Fleming. Mais la science doit être mise en balance avec des considérations pratiques. La sécurité publique, le développement économique, le bien commun. Rose sentit son estomac se nouer. Que suggérez-vous, sénateur? Je suggère que cette propriété pourrait peut-être mieux servir le public en tant qu'exploitation plus traditionnelle. Élevage de bétail, exploration minière, des activités qui contribuent à la croissance économique du territoire. Le véritable objectif de la visite devint clair avec une efficacité brutale. Fleming représentait de puissants intérêts qui considéraient la réserve comme un obstacle au développement, un gaspillage de ressources précieuses qui pourraient générer des profits. Il était venu chercher des raisons de révoquer la désignation fédérale. Vous perdez votre temps, sénateur, dit Catherine avec un calme mortel. La désignation fédérale est juridiquement contraignante. Cette propriété est protégée par la loi territoriale sur la conservation. Les lois peuvent être modifiées, Mlle Blackwood, surtout lorsque la sécurité publique est en jeu. Le regard de Fleming se porta sur Caleb. Je crois comprendre qu'il y a eu récemment des actes de violence ici, des attaques contre la propriété. Certains pourraient soutenir que cela indique que cette exploitation est intrinsèquement instable. Ces attaques ont été lancées par des personnes qui tentaient de voler des animaux protégés, répondit Caleb d'un ton neutre. Nous avons défendu notre propriété comme nous en avons le droit légal. Défendu avec l'aide de loups sauvages, m'a-t-on dit, des loups qui pourraient tout aussi bien attaquer des voyageurs innocents. Fleming secoua la tête. Tout à fait irrégulier. Rose comprit qu'ils étaient confrontés à une version plus sophistiquée de la campagne de Murdoch. Une pression politique plutôt que de la violence directe, mais avec le même objectif de détruire tout ce qu'ils avaient construit. L'inspection qui suivit était clairement conçue pour trouver des problèmes plutôt que pour évaluer les succès. Fleming et ses inspecteurs se concentrèrent sur chaque petit problème d'entretien, chaque animal présentant des signes de blessures antérieures, chaque aspect de l'exploitation qui différait des pratiques agricoles conventionnelles. Cet ours, dit Fleming en regardant Old Ben pêcher dans le ruisseau, qu'est-ce qui l'empêche d'attaquer les visiteurs? Le respect, répondit Rose, et la compréhension. Ben vit ici paisiblement depuis 3 ans.
Mais rien ne garantit que cette paix va durer. Les animaux sauvages sont par nature imprévisibles. Fleming prit note. On pourrait soutenir que le fait de maintenir des prédateurs dangereux à proximité de zones peuplées constitue une négligence criminelle. Les loups constituaient une autre cible de critique. Malgré leur intégration évidente avec les animaux domestiques, Fleming les qualifiait de menaces actives pour les propriétés voisines. Les loups ne respectent pas les limites des propriétés, souligna-t-il. Ils pourraient attaquer le bétail des ranchs adjacents. Ces loups n'ont jamais quitté la réserve, dit Caleb. Ils sont attachés à ce territoire et aux animaux qui s'y trouvent. Aujourd'hui, peut-être, mais vous ne pouvez pas garantir leur comportement indéfiniment. À la fin de l'inspection, Fleming avait dressé une liste de prétendues lacunes qui ressemblaient à un acte d'accusation pénale. Confinement insuffisant des animaux dangereux. Protocole de sécurité inadéquat. Incapacité à maintenir une séparation adéquate entre les espèces sauvages et domestiques. Je vais recommander un examen complet du statut fédéral de cette réserve, annonça-t-il alors que sa délégation se préparait à partir. L'intérêt public l'exige. Après leur départ, Rose s'effondra dans un fauteuil sous le porche, se sentant vaincue. Ils vont nous faire fermer, n'est-ce pas? Catherine avait l'air sombre. Ils vont certainement essayer. Alors, nous nous battrons, dit simplement Caleb. Contre un sénateur américain? Avec quelles ressources? Avec la vérité, avec la documentation de ce que nous avons accompli ici, avec des alliés qui comprennent la valeur de ce que nous faisons. La mâchoire de Caleb était crispée d'une manière que Rose avait appris à reconnaître. Et si cela ne fonctionne pas, nous nous battrons avec tout ce que nous avons. Rose regarda la vallée où les animaux cohabitaient paisiblement, où la guérison était quotidienne, où la vision impossible de son grand-oncle était devenue réalité. L'idée de tout perdre lui donnait l'impression de se perdre elle-même. Mais en observant le visage déterminé de Caleb et en sentant la présence rassurante de Catherine à ses côtés, Rose comprit que certaines choses valaient la peine de se battre, quelles que soient les chances de réussite. Même si ce combat risquait de leur coûter tout ce qu'ils avaient. La confrontation finale n'eut pas lieu sous forme de documents juridiques ou de manœuvres politiques, mais sous forme d'incendie et de violence dans les heures les plus sombres avant l'aube. Rose se réveilla avec l'odeur âcre de la fumée et le bruit des bovins mugissant de terreur. À travers la fenêtre de sa chambre, elle vit des flammes jaillir du nouveau centre médical et des ombres se déplacer avec une menace délibérée dans l'obscurité précédant l'aube. « Caleb !» appela-t-elle, mais il était déjà debout, s'habillant avec une efficacité implacable. « Ils sont de retour, » dit-il en vérifiant son fusil. Mais cette fois, ils ne cherchent pas seulement à disperser les troupeaux. Ils veulent tout détruire. Rose enfila sa robe et saisit son Derringer, le cœur battant à toute rompre, partagé entre la peur et la fureur. Ces hommes, quels qu'ils soient, étaient venus pour détruire tout ce qu'elle et Caleb avaient construit ensemble. Ils se précipitèrent en dehors et trouvèrent Catherine déjà postée derrière la balustrade du porche, son fusil braqué sur un groupe de cavaliers qui incendiaient systématiquement les dépendances. « Ils sont 8, rapporta Catherine sans quitter ses cibles des yeux. Ce sont des professionnels cette fois-ci. Lo savons ce qu'ils pedent. Rose pouvait voir la véracité de cette affirmation. Ce n'étaient pas des éleveurs locaux motivés par la cupidité et les préjugés. C'étaient des hommes engagés, agissant avec une précision militaire pour causer un maximum de dégâts. « Des fonds fédéraux, dit Caleb d'un ton sinistre, comprenant la même chose que Rose. Quelqu'un qui dispose de ressources importantes veut nous voir disparaître. » La bataille qui suivit fut différente des attaques précédentes. Les assaillants s'étaient préparés à une résistance farouche et se battirent avec une détermination meurtrière. Des balles éclatèrent le bois autour de la tête de Rose, alors qu'elle tentait d'atteindre la pompe à eau pour lutter contre les incendies qui se propageaient. Mais les animaux eux-mêmes se révélèrent être leurs meilleurs alliés. Les loups émergèrent de l'obscurité comme des esprits vengeurs, n'attaquant pas directement les humains, mais semant le chaos parmi leurs chevaux. Le vieux Ben apparut près du centre médical en feu, sa silhouette massive se découpant sur les flammes, repoussant les hommes qui tentaient d'incendier d'autres bâtiments. Plus remarquable encore, le bétail et les chevaux commencèrent à se déplacer de manière coordonnée, comme s'ils répondaient à un signal tacite. Ils formèrent des groupes protecteurs autour des animaux les plus vulnérables, les blessés, les très jeunes, les nouveaux sauvés,
tandis que les membres les plus forts créaient des barrières entre les attaquants et leurs cibles. « Mon Dieu !» souffla Catherine, interrompant ses tirs méthodiques pour contempler le spectacle. « Ils s'organisent. » Rose le vit aussi. Un niveau de coopération et d'intelligence qui dépassait de loin le comportement animal normal. Les créatures que son grand-oncle avait sauvées et soignées n'étaient pas seulement protégées, elles se protégeaient activement les unes les autres et protégeaient les humains qui avaient pris soin d'elles. Le vent tourna lorsque des renforts arrivèrent d'une source inattendue. Doc Pritchard apparut avec 3 hommes de la ville, tous armés et au visage sombre. Derrière eux chevauchaient le professeur Whitmore et 2 gardes forestiers territoriaux. « J'ai pensé que vous auriez besoin d'aide », a lancé Doc Pritchard en descendant de cheval avec sa trousse médicale. « J'ai entendu les coupes de feu à 5 kilomètres de là. » Les assaillants, confrontés à une résistance organisée et à une munition qui s'épuisait, ont commencé à battre en retraite. Mais leur chef, un homme au regard froid que Rose ne reconnaissait pas, a fait une dernière tentative pour mener à bien sa mission. Il se dirigea directement vers la maison du ranch, une torche dans une main et un pistolet dans l'autre, avec l'intention évidente de brûler le bâtiment principal, même si cela devait lui coûter la vie. Caleb sortit à découvert, le fusil levé, et Rose sut qu'il avait un tir dégagé. Mais à la dernière seconde, l'un des loups, le chef de la meute, un magnifique mâle gris, bondit de l'ombre pour intercepter l'attaquant. La collision projeta le cheval et son cavalier au sol. La torche tomba sans causer de dégâts dans la poussière, et l'homme resta immobile, inconscient ou mort. Le loup resta un instant au-dessus de lui, ses yeux jaunes brillant à la lueur du feu, puis il se fondit dans l'obscurité. « Bon sang !» murmura l'un des rangers. « Ce loup vient-il de nous sauver la vie? » Après coup, alors qu'il luttait contre les incendies et soignait les blessés, Rose apprit la vérité derrière l'attaque. Les associés du sénateur Fleming, expliqua le professeur Whitmore, le visage sombre de colère. L'agresseur survivant a parlé. Apparemment, des intérêts miniers veulent cette terre, et Fleming s'est vu promettre une importante compensation pour ouvrir la voie. Le sourire de Catherine était aussi tranchant que l'acier en hiver. Quelle chance que nous ayons désormais des témoins fédéraux pour attenter à l'incendie criminel et complot en vue de commettre une fraude. Mais Rose entendit à peine les implications politiques. Elle était trop occupée à s'émerveiller de ce dont elle avait été témoin, non seulement du courage des personnes qui avaient risqué leur vie pour l'aider, mais aussi du comportement extraordinaire des animaux eux-mêmes. « Ils savaient, dit-elle avec émerveillement. D'une manière ou d'une autre, ils ont compris que nous nous battions pour nous tous. » Caleb acquiesça, son bras autour de ses épaules, tandis qu'ils regardaient le soleil se lever sur leur vallée meurtrie mais intacte. « Ton grand-oncle avait raison sur plus de choses que nous ne le pensions. Ce n'est pas seulement un endroit où les choses brisées sont réparées. C'est un endroit où des êtres différents apprennent à former une famille. » 3 mois plus tard, la réserve naturelle de Broken Arrow fut officiellement agrandie et bénéficia d'un statut de protection fédérale qui ne pouvait être révoqué par caprice politique. Le sénateur Fleming faisait l'objet d'une enquête pour corruption, et les intérêts miniers s'étaient tournés vers des cibles plus faciles. Rose et Caleb se marièrent sur une colline surplombant la vallée, avec Catherine comme demoiselle d'honneur et le professeur Whitmore célébrant la cérémonie. Les loups observaient depuis les crêtes voisines, tandis que le vieux Ben pêchait paisiblement dans le ruisseau en contrebas. Mais la véritable célébration venait de voir les animaux qu'ils avaient tant lutté pour protéger. Le bétail paissait tranquillement, son nombre ayant augmenté grâce à de nouveaux sauvetages dans des fermes en faillite. Les chevaux couraient librement dans les prairies où ils avaient réappris à faire confiance. Et dans les coins cachés de la réserve, les animaux sauvages élevaient leurs petits en toute sécurité, sachant que c'était un endroit où les règles étaient différentes. Alors que Rose se tenait dans les bras de son mari, observant leur famille improbable composée de créatures grandes et petites, sauvages et domestiques, blessées et en voie de guérison, elle comprit que certaines victoires valaient n'importe quel prix. 2 ans plus tard, Rose Morrison se tenait sur la même colline où elle et Caleb s'étaient dit « oui », observant leur famille élargie, avec un contentement qui lui donnait l'impression d'être enfin chez elle après une vie de recherche. La réserve naturelle de Broken Arrow était devenue tout ce que son grand-oncle avait imaginé, et même plus. Des fonds fédéraux finançaient un centre vétérinaire digne de ce nom,
où se relayaient des médecins de l'université territoriale. Des groupes de défense de l'environnement venus d'aussi loin que New York envoyaient des délégations pour étudier leurs méthodes d'intégration. Mais surtout, les animaux continuaient d'affluer, certains amenés par des propriétaires désespérés, d'autres découverts par des gardes forestiers qui avaient appris à repérer les créatures qui avaient besoin du type de soins que seul cet endroit spécial pouvait leur offrir. Rose tenait dans ses bras sa fille de 3 mois, Elizabeth Rose Morrison, dont les yeux verts reflétaient déjà la même détermination obstinée qui avait poussé sa mère à partir vers l'ouest. Caleb était assis à côté d'elle, à leur endroit préféré pour observer la nature, et caressait tendrement les petits doigts de leur bébé de ses mains burinées. Elle va grandir en pensant qu'il est tout à fait normal d'avoir des loups comme voisins et des ours comme partenaires de pêche, dit-il avec un émerveillement amusé. Est-ce une mauvaise chose? C'est une chose magnifique. Sa voix trahissait la profonde satisfaction d'un homme qui avait trouvé sa raison d'être. Elle comprendra dès le début que différent ne signifie pas dangereux, que la sauvagerie et la douceur peuvent coexister. En contrebas, la vallée bourdonnait de l'activité tranquille du soir. Le vieux Ben enseignait à un ours plus jeune les subtilités de la pêche en rivière, tandis que la meute de loups jouait avec des petits qui ne connaîtraient jamais la faim ni la peur. Le bétail et les chevaux paissaient ensemble dans des enclos où les clôtures servaient davantage à organiser qu'à contenir les animaux. La plupart d'entre eux pouvaient partir s'ils le souhaitaient, mais rares étaient ceux qui le faisaient. Catherine était restée comme avocate de la réserve, son esprit vif désormais consacré à l'extension de la loi sur la conservation à l'ensemble du territoire. Elle était également devenue une tante inattendue, mais dévouée pour la petite Elizabeth, insistant sur le fait que tout enfant grandissant à Broken Arrow devait comprendre à la fois le droit et la littérature. Elle aura besoin de ces 2 armes dans le monde dont elle héritera, avait déclaré Catherine en lisant de la poésie à la petite fille. La beauté et la justice, lorsqu'elles sont correctement utilisées, peuvent tout changer. Rose passa le bébé sur son épaule, respirant cette douce odeur de nouveau-né, tandis qu'Élisabeth émettait ces petits reniflements qui ne manquaient jamais de faire déborder son cœur. Cette fille grandirait en sécurité d'une manière que Rose n'avait jamais connue, non seulement financièrement, même si le succès de la réserve avait apporté une prospérité inattendue, mais aussi émotionnellement. Elle saurait dès sa naissance qu'elle était désirée, appréciée et entourée de personnes qui la protégeraient absolument. Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre grand-oncle penserait de tout cela? Demanda Caleb en serrant Rose dans ses bras. Rose réfléchit sérieusement à la question. Le vieil homme qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois dans son enfance lui avait semblé être un personnage de conte de fées, quelqu'un qui parlait aux animaux et voyait des possibilités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Elle comprenait maintenant qu'il était en réalité quelqu'un de beaucoup plus pragmatique et rare. Un homme qui croyait que la guérison était toujours possible et valait toujours la peine d'être recherchée. « Je pense qu'il savait, dit-elle finalement. Je pense qu'il m'a choisi comme héritière parce qu'il avait compris d'une manière ou d'une autre que je trouverais mon chemin jusqu'ici, que je te trouverais, que je trouverais le courage de me battre pour ce qui compte. » Un silence confortable s'installa entre eux, seulement rompu par les doux sons de la respiration de leur fille et les chants du soir des créatures qui s'installaient pour la nuit. Au loin, un loup hurla, non pas par solitude ou par défi, mais par la joie pure d'être vivant et libre et de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Rose pensa à la jeune femme désespérée qui était arrivée dans le territoire du Montana 2 ans auparavant, avec pour seul bagage un sac de voyage et un refus obstiné d'abandonner. Cette femme était à la recherche d'un moyen de survivre, d'une sécurité élémentaire, d'un endroit où elle se sentirait chez elle. Elle avait trouvé tout cela et bien plus encore. Elle avait trouvé l'amour qui la transformait plutôt que de simplement la compléter. Elle avait trouvé un travail qui comptait non seulement pour elle, mais aussi pour d'innombrables créatures qui dépendaient de ses soins. Elle avait trouvé une communauté de personnes qui partageaient sa conviction que le monde pouvait être meilleur si l'on était prêt à se battre pour l'améliorer. Plus surprenant encore, elle avait découvert que les blessures enfouies en elle, la solitude, la peur, le sentiment d'être indésirable, pouvaient effectivement être guéries lorsqu'on les soignait avec patience et qu'on les entourait d'amour. Alors que les premières étoiles apparaissaient au-dessus des sommets du Montana,
Rose fit une promesse silencieuse à la fille qu'elle tenait dans ses bras. Tu grandiras en sachant que tu es exactement à ta place ici. Tu comprendras que tes choix comptent, que le courage s'apprend et que l'amour, le véritable amour, rend tout possible. Caleb déposa un baiser sur sa tempe et Rose se blottit contre lui, émerveillée une fois de plus par la perfection de leur union. Non pas parce qu'ils étaient semblables, mais parce qu'ils se complétaient mutuellement et pardonnaient leurs faiblesses respectives. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il doucement. « Dans 1 minute. » Rose voulait savourer cet instant, la paix parfaite du soir qui s'installait sur leur vallée, leur bébé qui respirait paisiblement dans ses bras, la présence forte de son mari à ses côtés et la certitude que demain apporterait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles occasions de guérir, de grandir, d'aimer. C'était cela, le bonheur, réalisa-t-elle. Non pas une joie constante ou l'absence de difficultés, mais la profonde satisfaction de savoir que votre vie avait de l'importance, que les gens autour de vous étaient meilleurs grâce à votre existence et que le travail que vous accomplissiez chaque jour contribuait à rendre le monde un peu plus compatissant. La réserve naturelle de Broken Arrow continuerait à se développer et à évoluer. D'autres familles y trouveraient refuge, d'autres blessures seraient pansées, d'autres partenariats impossibles prouveraient que l'amour pouvait vraiment surmonter les obstacles les plus redoutables. Mais ce soir-là, Rose Morrison était heureuse d'être assise sur une colline avec son mari et sa fille, entourée des doux sons des créatures en paix, sachant que certains rêves valaient de la peine d'être réalisés, quoi qu'il en coûte. Et que les meilleures histoires d'amour ne sont pas celles qui se terminent par un bonheur parfait, mais celles qui commencent par 2 personnes qui se choisissent et qui prouvent ensuite chaque jour, par de petits actes de courage et de gentillesse, que leur choix était le bon. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers la nature sauvage du Montana, où une jeune femme désespérée et un cow-boy blessé ont découvert que la guérison ne concerne pas seulement les animaux blessés, mais aussi les cœurs brisés prêts à s'ouvrir à l'amour. Où êtes-vous ce soir? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions sur l'histoire de Rose et Caleb. Leur parcours a-t-il touché votre cœur? N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits authentiques du Far West, où l'amour et le courage peuvent encore faire des miracles. En attendant que nos chemins se croisent à nouveau, que vos propres aventures soient remplies d'espoir, de guérison et de cet amour qui rend tout possible. Morreu. Morreu? Aí, foi. Foi, Foi. boa! Saia da minha amiga. Não vai ter como, ô Lourinho. Eu sabia! Chegou a tua hora. Toma! Oh, mas Totem, vai! O J. Macedo não deu muita coisa pra vocês, né? Gasta. Eita! Nossa, virou uma... como é gostoso matar gente! Agora vocês entendem a Rubrânia, galera! Quando Lourinho, chega a vou ter hora, que usar todo um mundo knockback entende pra como a parede, Rubrânia Lourinho. funciona. Eu vou usar meu knockback em você, E aí, J. Macedo, tua galera tá passando fome, é? Não quer vir no mano a mano, não? Que você se engana. Você... Que você se engana totalmente. Porque o que Nice, eu Jota. guardei pra vocês é É? muito maior. Mostra aí, Vai então. tomar no cu, seu momento do caralho. Mãe piranha, pau no cu do caralho. Some daqui, vai, cidadão do caralho, vai. Some. Demorar muito mais. Some, mãe piranha. Vai pra puta que te pariu. Essa saída não foi. Vai pra cá. Libera nós de botar TNT no chão aí, por favor. Mas gostaram de mim também? Vambora. Ela tem a varinha, pô. Ô, louco, tô vendo um veado pulando aqui. Aparentemente tem ursos e veados. Veado? Não ser um cervo, um Sou mago, corno. sou mago. Foi um mago. Pera, mas um mago viado? Que isso? Vingança pelo parkour. Vem cá, Todd. Com você, Nogal, tô com você, Nogal. A vida tá difícil, mas não tá impossível, Nogal. A nossa vida ia tá difícil se a gente dependesse do J. Macedo pra alguma coisa. Pera. Mas onde está o espelho? Bora. Vou comer também.
Pega, pega. Opa, e aí, beleza? Vem, Bagi, pode vir, pode vir. Não me apresentei pra vocês, sabem meu nome como, hein? Apareceu Aparentemente aqui, já fiquei tá na- famosa no Jota também, É, já esse tá. Jota. A mais mal falada. Minha fama me precede, né? Fazer o quê? Não pode. Não pode. Não corre, não. Quebrou, Bagi. E aí, meu, beleza? Gente, eu não tô tancando o servo lutando aqui. Foi a primeira vez que eu vi a... Eu e tu. Muito foda isso aqui, muito foda. Ó, minha armadura vai quebrar. Mas aí se pegar, machuca, hein? Essa se pegar, machuca, hein? Essa legal. se pegar, machuca, tá? Ai, fiquei com fome. Pausa pro Olha lanche, só quem vai pausa pro morrer lanche. primeiro. Olha só, não corre não. Caralho, mas essa Suza aqui, essa Suza aqui, ninguém matou ninguém não, gente? Não, filho. Faltou alguém matar o prefeito na primeira Ninguém aqui não, temporada. galera. Que loucura, bicho. Equipe caos, irmão. Faltou alguém matar o prefeito, né, na... Rapaz. Vai, Bagi, vai, consegue, Bagi. Não consegue, Bagi. Ih, já matei Não vários equipa de não, não vocês equipa antes. Não, não equipa não, vai ficar Tô grudado, vai ficar tranquila, grudado, vai tô ficar grudado. tranquila. Consegue não, Bagi. A gente vai descobrir no final quem consegue e quem não Não, não. consegue. Olha que filho da puta correndo. Caraca, porque tira esse torre da armadura. Por que você tá me dando experiência? Esse aqui tá quase, hein? Esse aqui tá quase. Beleza, galera. Ninguém toca no meu irmão. Ninguém toca no meu irmão. Vou ter que botar a música mas de eu novo, tô. gente. Não vai ter jeito aqui. Agora a gente vai pra porradaria. Vamos pra porradaria. Toca da Rani aí pra nós também. Cadê o J Macedo pra fazer a caixa de som? Nossa, eu preciso botar uma trilha sonora também. Isso aí. Meu Deus, a mais morreu. Sai, Bagi, sai, Bagi. Sofra, né, rapaziada? Sai, Bagi. É o que sobrou aí pra quem quis se aliar ao Macedão. Tá tomando gap, hein? Sai do carro. A gente vai descobrir quem vai tomar Tá gap. Como, A gente vai descobrir quem vai tomar gap. Quem que tá tomando Tá sobrando gap? nada, tá sobrando nada. Tá sobrando nada. Saiu vazado. Gente, olha essa aqui, essa minúscula aqui, gente. Tem gente Vocês caíram, apanhando. detetive? Tem gente Eu estou apanhando. aqui. Detetive, investiga isso. O nome é esse? Aí, Volte aqui, detetive. Posso participar? Está pedindo desculpa em meio a uma guerra, detetive? é que eu tenho Enderpell, não pode Enderpell. Venha, detetive. Sozinho com o Nofax aqui, me ajuda, galera. Mano, tem dois de mim, velho. O cara vai comer, ele vai sacar o manual do cliente aqui. E aí, Yas? Tá vivendo a vida doidada? Não é que vai, não é que vai, não é que vai. Pô, dá até tempo de botar um rock. Pera aí, que eu tô no alt-tab. Calma, vou um morrer aqui. rockzinho. Absurdo. Obrigada, meu amor. Ah, comida bonita. Mano, meu capacete, cara. Obrigada.